sait. Enfin, c'est un dérapage, on ne peut pas l'éviter. Donc on ne peut pas être contre cette révolution sous prétexte qu'il y a des dérapages. C'est certain que si des hommes sont mis à terre et conspués sur la place publique, alors même qu'ils n'ont pas encore été jugés, ça pose problème. Quoi qu'il arrive, il y a d'autres problèmes aussi. Il y a le fait que l'on est totalement coupé en deux, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, entre l'amitié et l'admiration profonde qu'on peut avoir pour un individu, et puis ce qui se passe autour de lui par rapport aux femmes. Mais c'est vrai que c'est très 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 difficile à aménager dans sa tête. Dans ce rendez-vous avec cette femme à travers ce cadre, il y a cette notion d'absence qui est extrêmement présente d'ailleurs, et vous dites l'absence elle se vit dans le corps. C'est quoi l'absence alors? L'absence d'un être aimé est une chose absolument considérable, puisqu'il n'y a pas d'aller-retour, je sais pas, il y a un aller-retour permanent dans la vie de tous les jours. Là, il y a une simple trajectoire entre le monde des morts et des vivants, et Dieu sait si le monde des morts nous préoccupe quand même. Et voilà, donc je pense que c'est sans avoir le jeu de mots, il paradoxe ou de jeu de mots, mais j'ai vraiment l'impression que l'absence c'est peut-être ce qu'il y a de plus présent là-dedans. Ce qui frappe dans cette pièce et ce qui prend au trip vraiment, c'est la solitude de cet homme. Comment vous vivez la solitude, vous? Est-ce que vous en avez besoin dans votre vie ou est-ce qu'elle vous fait peur, Jacques Weber? Moi, je pense que si jamais ma chère Hector venait à disparaître avant moi, je ne suis plus rien du tout. Ça, j'en suis sûr, et je pense qu'on n'est jamais seul. C'est la seule chose que je n'aimais pas jouer dans Cyrano, c'était cette phrase plutôt moi de rien dire, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. C'est faux, on n'est jamais seul lorsqu'on fait, lorsqu'on vit, parce que c'est un partage. Que représente ce métier d'acteur pour vous dans votre vie? S'il n'est plus là, tout s'effondre et je suis une espèce de magma de cellule. Mais profondément, qu'est-ce que notre métier dit maintenant? Qu'est-ce qu'il va devenir? Puisque ça change énormément. De plus en plus de gens sont aptes à jouer parce que sont de plus en plus libres. Et c'est magnifique, c'est très bien. Donc je ne sais pas ce qui va devenir. Le statut professionnel est relativement récent. Alors je ne sais pas. Merci beaucoup Jacques Weber d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Ranger, c'est au Théâtre des Gouffres Parisiens. C'est vous alors? C'est moi. Ah, très Pour bien. 25 représentations et jusqu'au 29 juin prochain. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Élodie Chuigot et ses invités sur France Info, franceinfo.fr et l'appli Radio France. Pour la météo, ce sont les prévisions d'Élodie Calac, Météo France. Encore frais et instable demain. Sur le Nord-Pas-de-Calais, il faudra composer avec les pluies dès le matin. Elles glisseront vers la baie de Seine, la région parisienne, l'Orléanais, Champagne-Ardenne et le nord de l'Alsace l'après-midi. Sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le Berry, la Bourgogne et le sud de l'Alsace. Ce sera souvent bien encombré le matin, avec déjà quelques ondées des Pyrénées au Jura. L'après-midi un peu plus éclairci, mais aussi des averses, parfois accompagnées d'orages près des massifs, mais avec de la grêle vers les Alpes. Sur la Nouvelle-Aquitaine, quelques averses aussi, avec des éclaircies plutôt belles. Entre Bretagne, Cotentin et Vendée, de bons moments de soleil. Soleil aussi près de la Méditerranée, mais avec du vent. Il fera encore frais le matin, 10 à 13 degrés le plus souvent. L'après-midi, 14 à 20 degrés, 19 à 22 de l'océan aux Pyrénées et 22 à 24 en Méditerranée. Élodie Calac pour les prévisions de Météo France. Et Nicolas Teillard avec vous jusqu'à 20h. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Ercine, bonne soirée à vous, bon week-end pour ce vendredi soir, on est ensemble pour les 3 prochaines heures. Bienvenue, il est 17h. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teillard. Et à 17h, c'est Mélanie Delaunay pour l'info. Bonsoir. Bonsoir. Avec d'abord ce projet d'attentat déjoué à Saint-Étienne. Le suspect voulait agir pendant les épreuves de football des Jeux de Paris cet été. Il a été arrêté la semaine dernière. On s'intéressera au procureur qui a œuvré à prouver les manœuvres frauduleuses au procès de Donald Trump aux États-Unis. À Belfort, c'est le soulagement des salariés de General Electric. La reprise des activités nucléaires du groupe américain par EDF devient enfin réalité. Attention, il faut un projet industriel solide, préviennent les syndicats. Et puis musique et cannelloni aussi au menu. On sera dans le restaurant éphémère du rappeur SCH pour le lancement de son nouvel album. Et dans moins d'une demi-heure, ce sera musique et environnement, alors que débute à Paris le festival We Love Green. Est-ce que c'est compatible d'organiser de grands événements culturels avec le respect de l'environnement, de la planète? On se posera la question. Le pupitre est prêt au pied de la Trump Tower. Donald Trump, au lendemain de sa condamnation, doit prendre la parole dans les prochaines minutes. On y jettera évidemment une oreille attentive et on y reviendra avec notre invité. Bienvenue. Le suspect est arrêté la semaine dernière. Ce ressortissant tchétchène de 18 ans projetait de commettre un attentat pendant les Jeux de Paris à Saint-Étienne lors des épreuves de football. Marco Steve, les autorités annoncent avoir déjoué un projet d'attaque qui visait le stade Geoffroy Guichard. Oui, un projet d'attentat au nom de l'organisation
s'en prendre aux spectateurs et aux forces de l'ordre avant de mourir en martyr. Reste à savoir quel était le degré d'aboutissement de ce projet. Il a été interpellé, vous le disiez, le 22 mai dernier à Saint-Étienne par la DGSI, la direction du renseignement intérieur, puis mis en examen et placé en détention provisoire quelques jours plus tard. C'est le premier attentat déjoué contre les Jeux Olympiques de Paris, précise Gérald Darmanin. Un suspect d'origine tchétchène, comme les auteurs des assassinats de Samuel Paty, de Dominique Bernard à Arras ou encore de l'attentat du quartier de l'Opéra à Paris en 2018. Une communauté nord-caucasienne particulièrement surveillée et considérée sur notre territoire comme l'une des principales menaces islamistes par les services de renseignement. Margot Steve du service police-justice de France Info. En Allemagne, le chancelier fait état de plusieurs personnes grièvement blessées dans un attentat à Mannheim, dans le sud-ouest du pays. Le suspect a été blessé par balle par la police. Les salariés sont soulagés, un vrai projet industriel est en place. Les syndicats saluent la reprise du site Ascométal de Fos-sur-Mer par un groupe italien. Les 330 emplois vont être conservés dans les Bouches-du-Rhône. On en saura plus à la fin du mois prochain pour les 4 autres usines Ascométal en France. Les activités nucléaires de General Electric repassent sous pavillon français. Une reprise par EDF qui estime que cette acquisition permet au groupe de s'enrichir de technologies, de compétences clés pour la filière nucléaire. L'accord se concrétise enfin plus de 2 ans après l'annonce. Ça concerne en particulier la fabrication des turbines Arabelle à Belfort, à l'image de Laurent Santoire, délégué central CGT au CSE de General Electric. Les syndicats sont satisfaits, mais ils restent vigilants. Le fait du rachat est un point positif parce qu'il nous sort de la logique marchande de qui la maltraitance que nous avons subie. Maintenant, il faut un projet industriel solide. La chaîne de valeur qui est largement sous-traitée à l'étranger, on peut réimpatrier des choses de manière simple et créer de nouvelles usines, mais ce n'est pas avec le projet tel qu'il est développé par les équipes anciennement de GE et NEM, tel qu'il est annoncé par Emmanuel Macron, que ça va se faire. Il va falloir qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on discute du vrai projet industriel. C'est pour ça que les organisations syndicales unanimes ont demandé un diagnostic industriel sur l'état de l'outil et pour faire des propositions pour mieux développer l'industrie en Belfort et en France. Les élus locaux réagissent aussi, c'est la concrétisation d'une promesse très attendue, dit la présidente de Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guide Dufay. Un soulagement pour ceux qui représentent l'excellence de la filière nucléaire française. Ce nouveau record de surpopulation dans les prisons en France pour le 8e mois de suite, 77 647 détenus précisément au 1er mai. Dans les maisons d'arrêt, les centres de détention, plus de 3400 personnes y dorment sur des matelas posés au sol. Un nouveau rassemblement de soutien à la population palestinienne est prévu ce soir à Paris dans le sillage de ceux organisés ces derniers jours, tandis que la France annule la participation des entreprises israéliennes au salon de défense Eurosatori le mois prochain. Les conditions ne sont pas réunies, explique le ministère des Armées, dans un contexte où la France appelle l'armée israélienne à mettre fin aux opérations à Rafah. Il n'a pas mâché ses mots à l'issue de son procès. Donald Trump va de nouveau prendre la parole. Oui, d'ici quelques instants, dans sa Trump Tower à New York, au lendemain de sa condamnation, l'ancien président américain déclaré coupable de tous les chefs d'accusation dans l'affaire du paiement dissimulé pour acheter le silence d'une ex-actrice porno. Donald Trump pourra dans tous les cas être candidat à la présidentielle. Il sera fixé sur sa peine le 11 juillet. Et pour l'heure, le procureur de Manhattan refuse de dire si le parquet demandera ou non une peine de prison. Il parle d'un verdict qui repose sur la loi. Alvin Bragg qui a œuvré sans concession pour cette décision de justice, Nathalie Charbonnier. C'est un enfant du quartier de Harlem, quartier défavorisé de New York. Il a été victime des méthodes musclées de la police new-yorkaise et porte en lui la sueur de ceux qui ont gravi les échelons un à un pour devenir le premier procureur afro-américain du parquet local de Manhattan. C'est un enfant du quartier de Harlem qui croit en la justice. La seule voix qui compte est celle du jury, et le jury a parlé. Une victoire du procureur Bragg qui efface les critiques qui le soupçonnaient de vouloir enterrer l'affaire. Alvin Bragg est un démocrate et depuis ce mois de mai 2024, il est celui qui a fait condamner l'ancien président Donald Trump.
C'est un pas en avant. Volodymyr Zelensky salue l'accord des États-Unis pour que l'Ukraine utilise les armes fournies contre des cibles russes en Russie. Ça concerne les environs de la région de Kharkiv. L'Allemagne a aussi donné son feu vert pour ces armes aujourd'hui. La France, la Norvège, le Danemark ont dit y être favorables ces derniers jours. C'était longtemps un passage obligé pour les constructeurs automobiles pour présenter leur dernier modèle. Le salon automobile de Genève ferme. C'était devenu un peu une escale de luxe pour des constructeurs qui n'en ont plus vraiment besoin pour vendre en Europe, en tout cas, Jérémy Lanche. Avant le Covid, le salon de l'auto de Genève, c'était encore plus d'une centaine d'exposants, 10 000 journalistes, 600 000 visiteurs. Cette année, l'événement a peiné à rassembler 30 exposants et 168 000 badauds. Les organisateurs se sont donc fait une raison. Les constructeurs n'ont plus aucun intérêt à venir à Genève. Tout se passe désormais en Asie, notamment au salon de l'auto de Pékin. En Europe, Munich et Paris font encore de la résistance, mais c'est aussi grâce aux constructeurs nationaux. La Suisse, elle, n'en a pas. C'est une grosse perte pour Genève, qui avait construit l'un des plus grands centres d'exposition de Suisse pour les besoins du salon. Son avenir s'écrit désormais loin d'ici, puisqu'un partenariat lie toujours le salon de l'auto de Genève avec le Qatar, où se tiendra cet automne le deuxième Geneva International Motor Show à Doha, très loin donc des rives du lac Léman. À propos de voitures, Citroën promet du mieux d'ici peu face aux critiques sur la prise en charge des clients qui doivent ramener leur C3 ou leur DS3 pour changer les airbags. Près de 200 000 voitures sont concernées dans le sud de la France. Et puis un disque aux petits oignons. Oui, puisque c'est dans un restaurant éphémère à Paris que le rappeur SCH dévoile son 6e album. Opération marketing, Augustin Rivet, dans un lieu décoré dans l'esprit de l'album, pas de western spaghetti, mais un univers inspiré des films de gangsters italo-américains. Il y a cette scène dans le premier volet du Parrain. Le chauffeur de Don Corleone est exécuté dans sa voiture. Il y a de la nourriture sur la banquette arrière. Laisse le flingue. Prends les cannelloni. Changement de décor à Paris à l'heure du déjeuner. Quelques chargeurs à vider. Je parle de crever avant dimanche. Madame m'a fait ses cannelloni. Du coup, on vient d'écouter l'album des SCH. Dans l'ambiance de l'album, c'est que le restaurant et tout le qui va avec. Les serveurs, les tables, les chaises, tout est dans l'ambiance. On va manger les cannelloni. On verra bien si elles sont bonnes. Les smartphones confisqués, on sa table, petite musique italienne, Napacaro. Très beau set qui porte le nom du restaurant, Giulio. Cédric Lowe de l'agence Ombre, organisateur de l'événement. Et un restaurant qui est transmis par le Don à Giulio. On est dans toutes ces références mafieuses, cinématographiques. Et arrivent les fameux cannelloni. C'est la recette de la maman de Giulio, Rosa. L'album démarre enfin sur les haut-parleurs. Interdiction d'enregistrer, référence gangster très présente aussi dans les titres que la clientèle découvre. Hit de Michael Mann notamment. Et à la sortie, verdict, c'est un oui. Franchement, j'avais passé un bon moment. Mais il y avait quand même du bruit. C'est vrai que les gens parlent et tout. Ah ouais. Pas tout, mais c'est pas. Et ouais. Et les cannelloni, c'est très bonne. Je suis agréable. Un million sous le prix. Dans la nourrice, j'ai encore la main qui m'a nourri. Ça pèse le fric dans la poulie. Ça me rend placard comme poli. Un bon Ambiance italienne aussi à Roland-Garros avec le succès de Matteo Nardi qui sort le numéro 6 mondial, le russe Rublev, qualification aussi d'Elisabetta Kojacero qui affrontera l'américaine Coco Gauff en 8e et du numéro 2 Yannick Sinner. Il a battu le russe Pavel Kotov, lui qui n'a pas perdu un seul set depuis le début de Roland-Garros. Et Mélanie Delaunay pour l'info. Grand frais. Oui, bonjour, c'est l'artificier. Dites pour votre feu d'artifice là, je peux pas, j'ai grand frais. Franchement, leurs produits en mettent plein les yeux et surtout plein les papilles. Grand frais, ce sont des dizaines de promotions chaque jour sur vos produits du quotidien pour un juste rapport qualité-prix. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais, le meilleur marché. France Info, 17h, 20h. Nicolas Teillard. Traditionnelle cravate rouge sur veste bleue, Donald Trump s'exprime en ce moment même depuis sa Trump Tower de New York au lendemain de sa condamnation pénale aux États-Unis. Une première pour un ancien président américain. On y reviendra largement dans les prochaines minutes. Bonne fin de journée à l'écoute de France Info à 17h10. Vous nous rappelez l'essentiel, Mélanie Delaunay. Et ce projet d'attentat déjoué à Saint-Étienne, un ressortissant tchétchène de 18 ans arrêté la semaine dernière. Il a été inculpé, mis en examen et écroué. Le jeune tchétchène projetait un attentat d'inspiration islamiste. D'après le ministère de l'Intérieur, il projetait une attaque lors des épreuves de foot des Jeux de Paris à Saint-Étienne. Les salariés soulagés, un vrai projet industriel est en place, disent les syndicats à l'annonce de la reprise du site Ascométal de Fos-sur-Mer par un groupe italien. 330 emplois
salé. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid sera officialisée en début de semaine prochaine. C'est aussi lundi que Thierry Henry doit dévoiler sa liste pour les Jeux Olympiques. Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ne feront pas partie des Bleus. Le Paris Saint-Germain refuse de les libérer en raison d'une saison qui s'annonce chargée. L'Empire contre-attaque, partons pour les États-Unis où c'est dans le hall de sa célèbre Trump Tower, devant des centaines de caméras et des drapeaux américains derrière lui, que Donald Trump vient de s'installer derrière un pupitre pour revenir sur sa condamnation pénale hier soir prononcée par un tribunal de Manhattan. Donald Trump déclaré coupable des 34 chefs d'accusation dont il était visé dans l'affaire Stormy Daniels. Un procès truqué selon l'ancien président américain. On m'a fait miroiter devant les yeux la prison. Mais tout ça, c'est parce que je suis largement devant Biden dans les sondages. Parce que les républicains sont en position déterminante pour gagner. Et donc, les démocrates font tout ce qu'ils peuvent pour me bâillonner. Même devant les tribunaux. Tout le monde essaye de faire cela. Ça vient de la Maison-Blanche, ça vient de Biden. Peut-être que Biden, en fait, c'est des choses qu'il ne nous dit pas. Et quoi qu'il en soit, il reste le président. Il faut utiliser son nom. Et c'est ce qui se passe à Washington. D'ailleurs, personne n'a vu une telle situation. Le juge est partial. Le juge est partial. Personne ne veut en parler. Et moi, je n'ai pas le droit d'en parler non plus. Parce que le juge m'a dit, si tu en parles, tu vas en prison. Et en fait, je vais continuer à en parler. Parce qu'il n'y a pas eu un juge qui a été si partial dans notre histoire. Ce procès était injuste. Nous n'avons pas eu le droit d'utiliser nos experts d'élection. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les témoins qui étaient de notre côté. On les a crucifiés littéralement. Cet homme, il ressemble à un ange, mais c'est le diable en personne. Il a l'air gentil, les gens disent « Oh, qu'est-ce qu'il a l'air gentil ?» Mais vous avez vu sa vraie nature, avec certains témoins qui ont traversé l'enfer. Et quand il voulait faire quelque chose, ces témoins, le juge ne les laissait pas faire. Mais quand le gouvernement voulait quelque chose, alors il donnait carte blanche au gouvernement. Ce procès, il est corrompu. Il est corrompu. On aurait pu avoir un procès juste. On aurait pu changer des juges, avec des juges impartiaux. Mais non. Il n'en a pas été ainsi. Personne n'a vu une telle chose. Notre procureur, il est complètement à côté de la plaque. C'est un échec. Et on voit le taux de criminalité à New York, il explose. Les premiers mots de Donald Trump au lendemain de sa condamnation. Nous sommes en ligne pour y revenir avec Elisabeth Shepard-Selam. Bonsoir à vous et bienvenue sur France Info. Maître de conférence à l'Université de Tours, spécialiste de la politique américaine. On laisse Donald Trump continuer à s'exprimer. Nathanaël Charbonnier, d'ailleurs, il reviendra avec nous dans les prochaines minutes. Simplement, votre sentiment qui, sans doute, n'est pas très surpris par les premiers mots de Donald Trump, qui maintient sa ligne d'énonciation classique du complot, d'un juge corrompu. Et manifestement, le fait qu'il ait été condamné par un jury de citoyens ne change rien à son argumentaire. Alors, depuis sa sortie du tribunal de hier, c'est la même lignée de complotisme, d'accusation contre le système. C'est intéressant ce que vous dites sur le jury. À aucun moment on entend parler du fait qu'il a été condamné non pas par le juge ni par le procureur, mais par un jury de citoyens, tout simplement. Et en gros, il esquive quasiment cette question en disant que la tenue du procès, en fait, a été partiale, que le juge était corrompu. C'est, j'allais dire, du refrain très classique chez Donald Trump. Est-ce que ce refrain, qui a toujours eu du succès chez ses partisans, peut avoir plus de mal à passer cette fois-ci, parce qu'il y a cette particularité d'un jury de citoyens qui l'a condamné? Alors, il y aura une partie de son cœur de cible qui est toujours des durs convaincus, quoi qu'il fasse, ils sont derrière lui.
Mais il y a une partie, on a vu dans les sondages, à peu près 6% chez les républicains, qui risquent peut-être de ne pas voter pour lui, sans forcément voter pour Trump, mais pas pour Biden, je veux dire, mais pour peut-être d'autres candidats ou ne pas voter du tout. Oui, c'est pas un énorme parti aujourd'hui. Il a un contrôle sur son électorat. Il ne faut pas oublier aux États-Unis quand même qu'en dehors de ceux qui sont, on va dire, déclarés républicains et démocrates, parce que dans certains États, il faut le déclarer pour les primaires, il y a toute la partie au milieu, ce qu'on appelle les indépendants, par contre, qui peut bien sûr être plutôt influencé par la condamnation. Pas forcément par jouer au pouvoir, mais par la condamnation. Donc toute l'incertitude concerne la manière dont cette Amérique plus indécise finalement va réagir à cet épisode, si ce sera oublié dans 3 mois ou si ça peut peser aujourd'hui dans leur volonté d'aller voter ou d'aller voter pour Trump. Oui, tout à fait. C'est assez classique aux États-Unis dans des conditions où on a une élection assez serrée, qu'il y a cette milieu de l'électorat qui devient vraiment vital pour l'élection du candidat, quel qu'il soit. Il faut savoir quand même que c'est assez serré aujourd'hui, et donc ça va dépendre aussi de l'appel, parce qu'il a 30 jours pour faire l'appel, et bien sûr du sentence le 11 juillet. Juste avant d'ailleurs la cérémonie d'investiture dans le camp républicain où il doit être officiellement intronisé comme candidat, est-ce que paradoxalement ça peut aussi nourrir dans le camp Trump un narratif de victimisation, d'hommes qui dérangent, de système contre lui et d'un monde qu'il faut changer et qui changera uniquement s'il revient à la Maison-Blanche? Tout à fait. Alors on le voit, il capitalise sur cet positionnement anti-système déjà hier à la du tribunal, enfin hier soir pour nous. Et il continue, et on peut imaginer avant son investiture, dans les débats, je crois que c'est fin juin, qu'il va capitaliser ce narratif qu'on voit de son compte déjà en train de mettre en place, et lui-même déjà en train de mettre en place. Ça marche encore ça, parce que j'allais dire il y a 8 ans, il y a eu une forme de surprise aux États-Unis et d'ailleurs dans tout le monde occidental qui a l'habitude de suivre cette élection-là, en se disant mais non, les arguments de Trump qui sont fallacieux, qui sont bien souvent faux, ne peuvent pas marcher. Or ils ont marché. Est-ce que 8 ans après, ça peut non seulement séduire sa base, mais séduire encore suffisamment d'Américains? Je pense que malheureusement le complotisme gagne du terrain seulement aux États-Unis. On voit beaucoup d'ingérence, beaucoup de fake news un peu partout, et un public assez prêt à accepter et à croire même les plus grandes des bêtises. Donc je pense qu'au contraire, il est bien positionné pour gagner. Il faut dire aussi que Biden, son narratif n'est peut-être pas assez fort en face, et cette question d'âge et des compétences de Biden joue en faveur, bien sûr, de Trump. Elisabeth Shepard, c'est la maître de conférence à l'université de Tours, spécialiste de la politique américaine. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour décrypter ces premiers mots de Donald Trump avec nous, l'ancien président américain Nathaniel Charbonnet, qui poursuit sur la même lancée. Écoutez, c'est presque incompréhensible en fait. Quand on ne connaît pas l'histoire, on a du mal à se repérer dans tout ce qu'il dit. Il commence tout d'abord par attaquer le président actuel, Joe Biden. Il dit s'ils peuvent faire ça à moi, ils peuvent le faire à tout le monde. Ce sont des fous, des présidents d'un groupe de fascisme détruit le pays. Ils veulent augmenter les impôts, nous obliger à ne pas acheter des voitures chinoises. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et puis après, il s'en prend au juge, un juge qu'il estime partial. Je n'ai pas eu le droit de parler des milliers de dollars de pénalité si je parlais. Et puis après, il revient sur Biden qui est derrière lui dans les sondages. Et puis il revient sur le juge qui dit le juge est partial, personne ne veut de ce juge. Et puis après, il parle du procureur. C'est un peu décousu, un peu dans tous les sens. C'est vraiment compliqué. Oui, mais là, c'est particulièrement décousu, particulièrement dans tous les sens. Et il faut s'accrocher pour comprendre vraiment où l'ancien président Trump veut aller. On comprend qu'il n'a pas vraiment organisé ses propos avant de prendre la parole et que ça peut durer un long moment comme ça. Il parle, on est là jusqu'à 20h. Même jusqu'à minuit. C'est vrai que quand on dit qu'on ne commande pas en France un jugement, là c'est pas le cas. On commande dans tous les sens et il a même sorti un peu les flags, si on peut prendre une expression un peu américaine. Et la question qui se pose évidemment, c'est Trump est-il affaibli à quelques mois de la présidentielle? On va se la poser avec vous, Olivier Boujat, dans une minute sur un plan bien particulier. Oui, Trump condamné par la justice
janvier, l'ancien président n'est absolument pas isolé, bien au contraire. Et vous nous racontez ça dans un instant, juste après le fil info, le rappel de l'essentiel de la nuit de Et il est toujours en train de s'exprimer devant des drapeaux américains à la Trump Tower à New York. Donald Trump qui s'en prend à nouveau au juge, parle d'un procès très injuste, truqué. Il s'exprime au lendemain de sa condamnation dans l'affaire Stormy Daniels et met à nouveau en cause son adversaire Joe Biden. Tout ça, dit-il, c'est la faute de Washington. Les États-Unis ont donné leur accord pour que l'Ukraine utilise les armes qu'ils fournissent sur le sol russe. C'est un pas en avant, salue le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Allemagne a aussi donné son feu vert aujourd'hui. Un jeune homme de 18 ans mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes placé en détention provisoire. Ce ressortissant tchétchène est soupçonné d'avoir projeté un attentat à Saint-Étienne pendant les épreuves de football au moment des Jeux de Paris. Chez le fabricant de chariots Caddy, des inquiétudes pour l'emploi. La direction du groupe en redressement judiciaire annonce un nouveau projet, une restructuration qui ne permettra pas de conserver les 110 emplois sur le site de Dettviller dans le Bas-Rhin. Il n'a pas perdu un seul set depuis le début de Roland-Garros. L'Italien Yannick Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie, est qualifié pour les 8e de finale du tournoi. Il a battu le Russe Pavel Kokov. C'est fini en revanche pour Andrei Rublev, le Russe numéro 6 mondial, éliminé. Trump condamné, Olivier Bouya, Trump qui se dit outragé, martyrisé, mais Trump ni isolé, ni fauché, car à quelques mois de la présidentielle, l'argent continue de couler à flot. Oui, pour financer d'abord la campagne présidentielle, on sait que ça compte beaucoup, l'argent dans la campagne US, mais l'aider aussi à traverser ses ennuis judiciaires. C'est intéressant parce que ça a été l'un de ses premiers réflexes hier, après avoir clamé son innocence, endossé le rôle de la victime, de l'honnête citoyen persécuté. Trump s'est tourné vers son public, il a tendu son chapeau et improvisé une collecte de fonds quelques minutes seulement après le verdict. Tous ses partisans, à commencer par les plus fortunés, ont reçu dans leur boîte mail ce courrier du candidat républicain Donald Trump. Ami, est-ce la fin de l'Amérique? Je viens d'être condamné dans un procès politique truqué de chasse aux sorcières. Je n'ai rien fait de mal, mais avec votre soutien à ce moment de l'histoire, nous allons reconquérir la Maison Blanche et rendre l'Amérique à nouveau grande. Voilà, et pour conclure ce mail vibrant, en note de bas de page, Donald Trump précise qu'il ne reste plus que quelques jours avant la date limite de sa collecte de fonds mensuels. La cagnotte en ligne, stratégie classique pour cet homme d'affaires candidat à la présidentielle. Et ça marche, oui, plutôt bien. Depuis février, ses partisans ont levé plus de 2 millions d'euros via la plateforme participative GoFundMe pour aider Trump justement à couvrir les frais de justice. C'est une goutte d'eau comparée aux 460 millions d'euros que lui réclament les juges dans d'autres procès. Ces dons viennent d'électeurs aux revenus modestes, 50 € en moyenne par personne. Cette initiative spontanée prouve avant tout que la base électorale de Trump est solide. Trump soutenu par les petits comme par les gros portefeuilles, et ça change beaucoup. Et oui, Wall Street, le cœur des institutions financières, Trump, l'anti-système, peut tout de même compter sur cet homme, Scott Bessent, lui-même patron d'un fonds d'investissement chargé d'animer le Trump Rally pour convaincre les plus gros bonnets de soutenir le républicain. Les investisseurs sont pavloviens. Ils sont focalisés sur le 5 novembre. Ils calculent les bénéfices d'une victoire de Trump et de sa politique généralement amicale pour le marché. Le milliardaire Bill Ackman, le PDG de Blackstone, le plus gros fonds d'investissement au monde, serait sur le point d'annoncer leur soutien à Trump, mais ils sont nombreux, ils restent nombreux à s'interroger, à considérer notamment gênant le fait de soutenir publiquement un candidat condamné par la justice. Olivier Bouget. France Info, Roland Garros 2024.
nuageux, mais avec du vent. Et il fera encore bien frais. Oui, 10 à 13 degrés le plus souvent le matin, 14 à 20 degrés l'après-midi, jusqu'à 22 de l'océan aux Pyrénées, 22 à 24 en Méditerranée. Il va falloir attendre lundi pour avoir plus de soleil et les températures en hausse. On va repasser au-dessus des valeurs de saison. On est patient. Merci Elodie et bonne fin de journée. Bon début de week-end avec France Info, 17h30. L'info avec vous, Édouard Marguet. Donald Trump qualifie son procès d'arnaque, de procès truqué et injuste. L'ancien président américain s'exprime en ce moment depuis la Trump Tower de New York, où il a été dans cette ville où un verdict historique a été rendu, reconnu coupable de falsification comptable pour des paiements dissimulés à une actrice de film X. L'ancien président candidat pour un retour à la Maison Blanche avait déjà affirmé que le vrai verdict sera rendu le 5 novembre par le peuple américain. Ce ressortissant tchétchène préparait un attentat pendant les Jeux Olympiques. Un jeune de 18 ans interpellé, annonce le ministère de l'Intérieur. L'attaque des jouets était d'inspiration islamiste selon les autorités et il comptait s'en prendre à des spectateurs et des forces de l'ordre au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne, stade qui accueillera des matchs du tournoi olympique de football. Une attaque bien réelle, cette fois en Allemagne cet après-midi. Plusieurs personnes ont été gravement blessées à Mannheim, dans le sud-ouest du pays. Le chancelier Olaf Scholz parle d'un attentat qui, d'après plusieurs médias allemands, visait principalement un activiste anti-islam proche de l'extrême droite. Vers une nouvelle phase dans la guerre en Ukraine, les États-Unis finissent par donner leur feu vert pour que Kiev puisse utiliser des armes fournies par les Américains pour frapper sous condition des cibles sur le sol russe. La France et l'Allemagne avaient déjà dit oui. Le président Volodymyr Zelensky salue un pas en avant. Les industriels israéliens indésirables au salon de la défense Eurosatory en France. Le gouvernement estime que les conditions ne sont plus réunies après le bombardement meurtrier d'un camp de déplacés à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, par l'armée israélienne. Frappe qui a soulevé l'indignation internationale et suscité des manifestations en France. Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est bientôt fait. Son arrivée sera officialisée lundi ou mardi, selon les informations de la direction des sports de Radio France. Après 7 saisons au PSG, son départ est acté, mais son club n'arrivait toujours pas. Ça pourrait être l'un des transferts les plus chers et les plus attendus du football mondial. Édouard Marguet pour l'info. Partons pour l'Allemagne, où plusieurs personnes ont été blessées au couteau à Mannheim, dans l'ouest du pays. L'attaque a eu lieu en fin de matinée dans le centre de cette ville d'un peu plus de 300 000 habitants, à 80 km de Francfort. Bonsoir Sébastien Baer. Bonsoir. À Berlin pour France Info, le bilan n'est pas encore connu, mais l'agresseur a fait plusieurs blessés. Oui, sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on distingue nettement l'assaillant, un homme d'une trentaine d'années, vêtu de noir et armé d'un couteau. L'agresseur poignarde plusieurs personnes rassemblées sur le marché de la ville autour du stand d'un mouvement baptisé Pax Europa. Sur son site internet, la structure affirme défendre les valeurs européennes et les libertés et lutter contre l'islam politique. Des passants tentent alors de maîtriser l'assaillant, de le plaquer au sol, mais l'homme se relève, il frappe à nouveau. Cette fois, c'est un policier qui est blessé à la nuque et au dos. L'agresseur est ensuite blessé à son tour par balle par un autre policier. Sur la plateforme X, Olaf Scholz a fait part de son émotion. Les images de Mannheim sont terribles. La violence est absolument inacceptable dans notre démocratie, écrit le chancelier. Et selon les médias allemands, c'est un activiste anti-islam qui a été la cible de cette attaque. Oui, Michel Sturzenberger s'apprêtait à faire un discours lors d'un rassemblement de son mouvement sur la place du marché quand il a été frappé à la jambe et au visage. L'ancien porte-parole du parti conservateur CSU en Bavière, cet homme de 59 ans milite dans plusieurs organisations proches de l'extrême droite, dont le mouvement Pegida, très actif à une époque dans l'est de l'Allemagne. Il est aussi connu en Allemagne pour avoir
fabrication des turbines Arabelle, des pièces qui sont au cœur des centrales nucléaires. C'est le président Macron qui a annoncé la fin de ces négociations dans un entretien au groupe de presse régional EBRA. Reprise stratégique d'Oriane Delannoë pour la relance de la filière nucléaire française. Oui, car ces turbines Arabelle sont une pièce essentielle de ce qu'Emmanuel Macron appelle la révolution nucléaire. Comprendre la construction de nouveaux réacteurs dans les prochaines décennies. 6 EPR2, les réacteurs nouvelle génération, doivent être construits et mis en service d'ici 20 ans en France. Chacun sera équipé d'une de ces turbines les plus puissantes au monde. Et des Arabelle seront fabriqués pour des réacteurs en construction ou en projet à l'étranger. Le rachat de ces activités à General Electric par une filiale d'EDF est donc un atout clé pour la filière nucléaire française. Les accords conclus assurent la pérennité de cette activité, précise le président. Et au-delà de la conception et de la construction, la reprise concerne également la maintenance des turbines existantes. Enjeu là aussi stratégique, puisqu'on trouve des Arabelle dans les salles des machines de toutes les centrales nucléaires en France. Et globalement, elles produisent l'électricité d'un tiers du parc nucléaire mondial. Et ce rachat, c'est aussi un soulagement, selon le maire de Belfort. Là où ces turbines sont fabriquées, la reprise doit solder une longue période d'incertitude pour les salariés. Oui, ils attendaient cette officialisation depuis 2 ans, après en réalité 10 ans d'incertitude et d'aller-retour, car il y a encore 10 ans, l'usine de Belfort et les turbines Arabelle portaient le pavillon français d'Alstom. Mais en 2015, le géant vend sa branche énergie à l'américain General Electric, une opération validée à l'époque par Emmanuel Macron sous la présidence de François Hollande. De nombreux licenciements et plans sociaux en ont suivi. Puis il y a 2 ans, en 2022, le même Emmanuel Macron annonce la reprise de ses activités lors de son discours à Belfort sur la relance du nucléaire en France. Quelques semaines plus tard, la guerre de la Russie en Ukraine vient percuter les négociations avec les Américains. Elles deviennent âpres, géopolitiques, notamment autour des contrats prévus avec le géant russe du nucléaire Rosatom. La cession est donc finalement actée aujourd'hui. Les salariés de Belfort attendent maintenant de connaître le détail du projet d'EDF et sa nouvelle filiale Arabelle Solutions. Lauriane Delannoë pour ce décryptage. France Info, Roland Garros. Pas mal. La cité de Chloé Paquet n'a pas suffi et Massarango s'est terminé pour la Française. Ouais, son parcours s'arrête là au 3e tour de Roland Garros, qui était son premier 3e tour d'un grand chelem à la Française de 29 ans. Elle s'incline logiquement 6-1, 6-3 face à la Tchèque Vondrousova, championne en titre de Wimbledon. C'est évidemment une grosse déception pour Chloé Paquet, mais ce n'est pas une surprise. On savait que la marche allait être très haute face à cette Tchèque tête de série numéro 6. Et Chloé Paquet nous le disait hier, c'est déjà le rêve d'une vie d'être au 3e tour d'un grand chelem. Chloé Paquet qui n'avait jamais intégré le top 100 va gagner quelques places au classement, elle qui est actuellement 136e, tandis que la Tchèque Markéta Vondrousova va accéder pour la 3e fois de sa carrière en 8e de finale de Roland Garros. Elle qui avait été finaliste ici en 2019 et qui l'an dernier était sortie au 2e tour. Et là, ça devient banal, mais journée perturbée à nouveau par les intempéries. Côté masculin, on retiendra tout de même que ça passe pour Yannick Sinner, que ça casse pour Andrei Rublev. Et ça marche donc pour Matteo Arnaldi, qui est le tombeur d'Andrei Rublev. Donc 2 Italiens effectivement victorieux aujourd'hui. Andrei Rublev qui pourtant avait gagné le tournoi de préparation de Madrid, mais qui, comme c'est souvent le cas, il faut le dire avec Andrei Rublev, est très irrégulier et surtout peut perdre ses nerfs sur le court. On l'a vu frapper très fort sa raquette sur son genou, énervé de ne pas pouvoir mettre en place son jeu face à Matteo Arnaldi. Et Andrei Rublev, eh bien, est pour l'instant le seul membre du top 10 à n'avoir jamais dépassé le stade des quarts de finale en Grand Chelem. Andrei Rublev qui donc est éliminé dès le 3e tour, et il y aura donc au moins 2 Italiens en 8e de finale, Matteo Arnaldi, Yannick Sinner, tombeur du russe Pavel Kotov, et peut-être Musetti si jamais il arrivait à faire tomber Djokovic, mais ça c'est une autre paire de manches. Et Massarango. Roland Garros 2024 avec Verisure, le système d'alarme télésurveillé 24 heures sur 24 élu produit de l'année 2024. Chaque année, je demande des comptes à mon argent, ce qu'il a fait pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est pour ça que je suis au Crédit Coopératif, parce que tous les financements pour l'énergie vont aux énergies renouvelables et pas aux énergies fossiles. Et oui, mes idées et mon argent mènent le même combat. Et vous ? Crédit Coopératif, une autre banque
midi, hein. Prenez les transports en commun. France Info, 17h, 20h. 6h moins 20, on vous rappelle l'essentiel en ce début de soirée, c'est le fil info avec Édouard Marguet. Donald Trump annonce aux États-Unis faire appel après ce qu'il dénonce comme étant une arnaque. L'ancien président américain a été reconnu coupable de falsification comptable pour acheter le silence d'une actrice de Film X. Il estime que son procès a été truqué, prise de parole qui dure encore à cause de l'escroc de Joe Biden, son adversaire de la prochaine présidentielle. Le chancelier allemand parle d'un attentat après l'attaque au couteau de Mannheim dans le sud-ouest du pays. Plusieurs personnes ont été gravement blessées. Olaf Scholz rapporte des images horribles. Parmi les victimes, il y a un activiste anti-islam et un policier selon plusieurs médias allemands. En France, les services de renseignement ont déjoué une attaque qui devait viser les Jeux Olympiques. Un ressortissant tchétchène de 18 ans interpellé, annonce le ministère de l'Intérieur. Il comptait s'en prendre à des spectateurs et des forces de l'ordre au stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne qui accueillera des matchs du tournoi olympique de football. En Nouvelle-Calédonie, Nouméa débloqué, la capitale de l'archipel français est repassée sous le contrôle des forces de l'ordre, mais des tensions persistent ailleurs. 3500 policiers et gendarmes sont toujours mobilisés. Le nouveau chiffre est le nouveau record du nombre de détenus dans les prisons françaises, 77 650 personnes selon le ministère de la Justice, un chiffre en hausse de 6% par rapport à l'année dernière. France Info. Tous les plus grands spécialistes du cancer sont réunis à Chicago. Près de 40 000 professionnels du monde de la santé se retrouvent au congrès de l'Association américaine d'oncologie pour évoquer pendant 5 jours les innovations des traitements contre les cancers. C'est un rendez-vous annuel qui intervient cette année alors que l'OMS prévoit une augmentation de 77% des cas de cancer dans le monde d'ici 2050 et que plus de 400 000 nouveaux cas de cancer ont été dépistés en France l'an dernier. Parmi ces traitements innovants, il y a les thérapies géniques et cellulaires qui font des miracles contre les cancers du sang, mais qui coûtent très cher. D'où cette idée qui monte, Anne-Laure Danier, d'une production publique pour rendre ces traitements plus abordables. Ce sont de redoutables tueuses de tumeurs. On les appelle les carticelles. Ce sont des globules blancs prélevés chez le patient, puis modifiés génétiquement en laboratoire où leur ADN est reprogrammé pour repérer et tuer les cellules cancéreuses. Ces carticelles sont ensuite réinjectées dans le corps du patient et ça fonctionne très bien contre les cancers du sang. Le problème, c'est que ça coûte très très cher. L'hématologue François Guillot a fait les comptes dans un rapport de l'Académie de médecine. Aujourd'hui, on estime qu'il y a un peu plus de 1000 patients par an qui sont traités par les carticelles, 300 000 € en moyenne pour la perfusion. On imagine ce que ça va coûter à l'État français. L'État aurait dépensé 1,2 milliard pour acheter ces carticelles à l'industrie pharmaceutique. Mais le jeu en vaut la chandelle puisque ces nouvelles thérapies permettent de sauver des patients pour qui il n'existe aucun autre traitement. L'idée serait donc de fabriquer ces carticelles dans le domaine public. En France, plusieurs équipes de chercheurs sont sur le pied de guerre à Paris, Lille et à Besançon, au sein de l'établissement français du sang, où 2 scientifiques, Christophe Ferrand et Marina Deschamps, ont dû monter une start-up pour récolter des fonds. Ils espèrent bientôt lancer un essai clinique pour tester leur traitement contre la leucémie aiguë myéloïde. On a beaucoup de retard en France. On a 0 carticelles issues de la recherche académique française qui ont été en essai clinique de phase 1. Le nôtre sera le premier. On n'arrive pas à franchir en fait ce qu'on appelle une vallée de la mort, de passer de la recherche académique à l'essai clinique et à la commercialisation européenne si le médicament est de succès. Nous, on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas bon, c'est juste parce qu'en fait, il n'y a pas la prise de risque dans l'investissement. Au niveau de l'État et des institutions publiques, il n'y a pas cette prise de risque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir si on n'est pas sûr que ça va marcher. Sauf qu'on a envie de leur dire, les gars, on est dans de l'innovation. Forcément, si on sait que ça marche, c'est plus de l'innovation. C'est que ça a été testé avant. En France, il y a un autre obstacle. Les hôpitaux publics n'ont pas le droit de produire un médicament pour le vendre. Ce n'est pas le cas en Espagne, où Julio Delgado a réussi à fabriquer des carticelles 100% publiques à un prix imbattable. 90 000 € l'injection, soit 4 fois moins cher que celle des laboratoires privés. Sa recette, la voici. Il a d'abord recopié un traitement qui existait déjà, mais sans avoir à payer des commerciaux, de la publicité et des actionnaires, comme le font les industriels. On a dû changer nos mentalités. Notre but, ce n'était pas d'améliorer un traitement ou d'innover,
mais plutôt de recopier ce que font les compagnies pharmaceutiques. Et on a eu la chance d'avoir notre propre anticorps monoclonal pour fabriquer nos carticelles. Et personne ne pouvait venir nous demander des royalties pour un brevet. Et maintenant que son médicament est approuvé en Espagne et qu'il soigne des milliers de personnes, le chercheur espagnol s'est lancé dans l'innovation. Il veut mettre au point des carticelles pour lutter contre le cancer du sein. Ça, c'est la prochaine révolution. Utiliser cette thérapie génique et cellulaire contre les cancers solides et contre les maladies auto-immunes. France Info reportage avec Anne-Laure Dany. Une météo incertaine et des températures un peu frisquettes pour le coup d'envoi de la nouvelle édition du festival Wheel of Green. Ça se passe juste à côté de Paris, dans le bois de Vincennes. On y découvrira notamment sur scène ce week-end Justice, l'impératrice, Hamza ou encore Eddie de Preto. C'est un festival qui, depuis sa création en 2011, affiche une volonté farouche de limiter son empreinte environnementale en invitant des lanceurs d'alerte pour organiser des débats la journée, en mettant aussi en place des dispositifs innovants. Mais peut-on vraiment concilier environnement et grands événements culturels comme celui-ci? Signé Yann Bertrand. Ne pas compter sur Justice pour dormir tranquille. Le duo français est l'une des têtes d'affiche de ce Wheel of Green édition numéro 12, bien ancrée depuis 8 ans au cœur du bois de Vincennes. Si l'association écologiste Paz dénonce sur la nidification des oiseaux, les organisateurs, eux, mettent en avant leur bilan carbone réalisé chaque année. Marianne Ocard, responsable du développement durable. C'est un exercice en fait qu'on améliore chaque année, puisque en fait le but c'est de collecter avant tout un maximum d'informations. L'année dernière, le total des émissions de CO2, 1033 tonnes, a baissé d'un tiers. Le poste le plus problématique reste les transports de festivaliers. Même en étant en milieu urbain, même en travaillant les horaires des concerts pour que les publics puissent rentrer en transport en commun, même en mettant en place un parking à vélo géant, gratuit, sécurisé. C'est bien tout le problème. Un grand événement accueillant plus de 30 000 personnes par soir pendant 3 jours ne peut avoir qu'une ambition écologique mesurée. Alors Wheel of Green invite des associations comme Music Declares Emergency, installées ce week-end dans les loges pour sensibiliser les artistes. Sa vice-présidente, Clémence Meunier. Évidemment, un artiste qui remplit des stades aura plus d'impact qu'un concert acoustique à la bougie. Et à un moment, on arrive à un espèce de plafond de verre où on ne peut pas faire un événement aussi large sans avoir énormément d'impact. Après, avoir un événement avec énormément de monde, si cet événement sert à sensibiliser, ça va avoir un impact positif aussi sur les gens. Bien sûr, Wheel of Green a plus d'impact qu'un festival à 300 personnes. Parce qu'on va pas se mentir, même s'ils font plein d'efforts. Mais il va y avoir je sais pas combien de milliers de personnes qui vont se rendre compte qu'un festival qui propose que de la nourriture végétarienne, bah, ça peut être sympa. Et peut-être qu'on pourrait faire ça dans les autres festivals. Et pour Marianne Ocard de Wheel of Green, on a l'impression qu'on a trouvé la bonne taille. On a un certain nombre de prestataires. Le but, c'est plutôt de nous améliorer avec eux, avec les artistes qu'on programme, avec les festivaliers pour réduire notre impact. Le festival assume donc sa taille, mais l'enjeu est plus large pour Clémence Meunier. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un événement sans qu'il y ait deux sujets qui soient évoqués, c'est la parité femmes-hommes et l'écologie dans la musique. Ce sur quoi il faut vraiment être vigilant, c'est que ça ne devienne pas juste une caution. On va mettre une table ronde avec des femmes, une table ronde avec des écolos, et après on ne fait aucun effort sur la production de notre festival. Une piste peut-être symbolique. Récemment, le festival Le Bon Air à Marseille a annulé la venue du DJ I8 Models. La raison, il comptait venir en jet privé. Un reportage signé Yann Bertrand. Il fait toujours plus beau quand on voit bien. En ce moment, chez Écoutez Voir, les verres à votre vue sont offerts pour l'achat d'une ceinture solaire à partir de 69 €. Mais surtout, chez Écoutez Voir,
Olaf Scholz parle d'un attentat qui, d'après plusieurs médias, visait principalement un activiste anti-islam proche de l'extrême droite. En France, une attaque a été déjouée. Un jeune de 18 ans a été interpellé avec une aspiration islamiste. Il comptait s'en prendre à des spectateurs et des forces de l'ordre au stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne qui accueillera des matchs du tournoi olympique de football. Donald Trump veut continuer le combat. Il annonce faire appel pendant une prise de parole depuis New York, pendant laquelle il a qualifié son procès d'arnaque, de truqué et injuste. Oh là là, bonito collegate! Comptable pour des paiements dissimulés à une actrice de film. Il faut avancer! L'actuel candidat à la Maison-Blanche avait déjà affirmé que le vrai verdict sera rendu le 5 novembre par le peuple américain. C'est des illusions pour les Bleuets. Les joueurs du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ne participeront pas aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Information France Info. Le club de la capitale refuse de les libérer en raison d'une saison trop chargée. Les deux footballeurs sont en effet sélectionnés pour l'Euro. France Info. L'invité écho, Isabelle Raymond. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je reçois la directrice générale d'Uber en France. Bonsoir, Laureline Serriès. Bonsoir. Comment l'entreprise de VTC que vous dirigez se prépare-t-elle concrètement aux Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris, notamment cet été? Alors elle se prépare effectivement ardemment en ce moment et effectivement pour recontextualiser l'enjeu de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, on attend 15 millions de visiteurs à Paris, 1 million de plus si on considère le reste de la France et on sait que ce sera 30% de fréquentation supplémentaire par rapport à un été normal à Paris. 30% de fréquentation supplémentaire, notamment pour les VTC, alors que le dossier de candidature de Paris est basé sur l'utilisation des transports en commun. Exactement, le plan de transport est extrêmement important quand on interroge d'ailleurs les Franciliens et qu'on les interroge sur leur sujet de préoccupation éventuel pendant ces Jeux Olympiques. Ils vous parlent en premier évidemment des enjeux de sécurité, mais dans un deuxième temps, ils vous parlent du sujet des transports. 80% d'entre eux s'inquiètent de la disponibilité malgré tout des transports et des transports en commun. Tout à fait, des transports en général, y compris pour ceux qui utilisent leur propre voiture. Et ça, c'est voiture, utiliser sa propre voiture, c'est quand même fortement déconseillé. Sur Paris, c'est évident, mais il y a aussi des trajets de banlieue à banlieue, c'est pour ça que je le mentionnais. Et dans tous les cas, 76% d'entre eux s'inquiètent de l'allongement des temps de transport. Effectivement, la France avait une ambition très forte autour des transports au début, annoncer des plans de gratuité, la livraison de nouvelles lignes de métro. Certaines ne sont finalement pas livrées dans les temps. On parlait de gratuité, désormais on sait qu'un certain nombre de prix vont augmenter dans les transports et donc la disponibilité des chauffeurs va être critique. La bonne nouvelle, c'est qu'on attend 40 000 chauffeurs VTC à Paris cet été, ce qui est bien plus qu'un été normal et c'est effectivement un défi pour nous puisqu'un été normal à Paris, un mois d'août, eh bien c'est calme. D'habitude, seulement 65% de nos chauffeurs restent sur Paris l'été et là on attend plutôt plus de chauffeurs que d'habitude. Donc c'est-à-dire que vous pensez qu'il y aura du travail pour les chauffeurs de VTC pendant la période des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez aujourd'hui la garantie de pouvoir accéder aux zones de compétition et aux gares? Les zones de compétition ont effectivement été répertoriées selon Paris International ou d'autres.
Romantique, j'irai aux toilettes. Maman, il m'a dit que j'irai aux toilettes. Maman m'a dit que j'irai aux toilettes. Bonjour. J'ai mangé du frigo. Allez. Ou choisir le deuxième lycée. Tu peux choisir. Tu peux choisir. Choisir le métier. Choisir le métier. C'est ça.
Chez moi. Il fait bruit là. Près de chez moi. Attendez, putain, il va tout faire. Près de chez moi. Plus près. Alors, cite-moi tous les enfants qui viennent chez nous. C'est qui? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Tous les enfants qui sont venus chez nous. Dépêche. Qui d'autre? Qui d'autre? Pas tout. Bah si, il faut dire tout, sinon ça va pas. Je ne veux pas dire beaucoup jusqu'à quelle heure. Non, vas-y, dis-moi juste. Ils sont pas beaucoup, allez, dis-moi tous les enfants qui sont venus chez nous. Je ne veux pas dire beaucoup. Non, dis le départ. Maman ne va pas dire beaucoup. Vas-y, dis le départ. Il y avait Antoine, et après. Je ne veux pas dire beaucoup. Bah, dis, sinon ça va pas. Antoine, sinon. Vas-y, Antoine. Jusqu'à quelle heure? Dis-moi, je te hais. Il n'y a pas de killer ou la tra. Il y a Antoine, et après? Il y a Sidi. Non, après Antoine, c'était qui? C'était Louel. Oui, après. Oui, c'était Emma. Non, c'était déjà Sidi. Après, il y a Emma, et après? Sidi. Et après? Sidi, c'est Ifra et... Et
qu'on a accueillis ici, hein. Ils sont pas beaucoup, hein. Oui. Oui. Noël, Emma, City, et d'autres. Tous les enfants qui sont venus chez nous. Il n'y a aucun. Je veux qu'ils viennent à la maison. Oui, mais dis-moi les enfants qui sont venus chez nous. Oui. Wayan. Laszlo. Hein? Il y en a un petit qui vient chez nous tout le temps. Il fait 3, 4 fois, 5 fois. Mulan, qui est d'autre? Hein, qui est d'autre? Je ne sais pas. Ouais, il y avait une fille qui était venue l'année dernière. Hein? C'est quoi les vacances au Maroc? Il n'y avait pas une fille qui était venue l'année dernière? Il n'y avait pas de fille. Ah bon? Tu te rappelles même pas de la fille qui était venue chez nous l'année dernière? Une fille pendant les vacances, et nous l'a emmenée. Ah, on l'a emmenée à personne, ça veut dire? Son prénom commence par A. Ah, il y a l'hiver, j'ai oublié. Et qui d'autre? J'ai complètement oublié l'hiver. Je parle d'une fille. Le dernier. Alicia. Alicia, c'est le dernier. Non, il y avait un autre qu'on avait accueilli. Et il ressemble à un Chinois. On ne va pas accueillir beaucoup. Pas d'autres qu'on a accueillis. Pas d'autres qu'on a accueillis. Hein? Pas d'autres qu'on a accueillis. Comment il s'appelle l'autre? Un enfant qu'on a accueilli le mois de février de l'année dernière. Pas cette année, mais l'année d'avant. Et il a l'air d'un Chinois. Ah, t'as oublié aussi. Je ne sais pas. Ça va? C'est quoi les vacances? Oui, papa. C'est quoi le problème? Il y a Jean-Claude. Jean-Luc. Jean-Luc. Et après, il y avait encore un autre qu'on avait accueilli bien avant. Pas C'est beaucoup. pas Volimière. Pas beaucoup. On a été à McDo avec lui et avec elle. Et avec Lucas. C'est bien quoi? Ça fait comment? Non, il y avait Lucas, il y avait ce garçon-là. Non. Ce garçon. Il s'appelle Junior. Junior. Oui, il y a qui d'autre? Je ne sais pas ce qu'il y avait qui d'autre. Ne pas parler beaucoup. Arrête. Non. Ne pas parler beaucoup. Ne pas parler beaucoup. C'est bon. Ne pas s'énerver. Est-ce que ça t'énerve que je parle aux enfants? Ça C'est pas le problème. t'énerve de ne pas parler beaucoup. Laissez-moi aller. Regarde. Respire. Continue. Respire, on verra. Maman est contente. Vas-y, vachement, on va faire ça. Maman. لا الميلاش تاعي حتى حاجه تاعي لا الماكله تاعي واش بغيت نقول دابا انت بالك خصني جاي Maman. Ne pas parler beaucoup d'enfants. Oui. C'est clair que tu parles pas bien. Là, j'ai pas parlé. Je joue avec le téléphone. Après, voilà. T'as déjà joué avec le téléphone, c'est quelle heure il a déjà? Là, il est quelle heure? Il est quelle heure là? 18h17. Et je mets à charger. Maman, au rendez-vous. Ce train, vous souhaite la bienvenue à bord de ce train. Next, Kobe next. Sur la décision. Au revoir.
Tu cherches pour la fille. C'est quoi ça? Petit navire, autant mayonnaise, pas autant sauce tomate. Ça, c'est ton hard. C'est moi qui mets sur le papa, c'est ça. Oui. Est-ce que la place, hein? La glace. La glace? Maman, je vais pas parler beaucoup. Oui, ça va, moi j'ai arrêté de parler avec toi. Va prendre tes voix. Non, mais parce qu'elle disait, non, c'est une fille. Après, je vais faire un peu de temps parce qu'on il faut faire au moins 15 minutes, 30 minutes. Ah, après, c'est ça. Maman, je mets le téléphone sur ces 19h. Je mets le téléphone Je dis 19h, c'est fini. Chargé, pas chargé, c'est 19h, je l'enlève. Je ne vais pas descendre. Ouais, oui, sinon tu vas tirer un hôpital. Je le mets ce soir à 19h. Et pourquoi ça? Quoi? Ouais, ce qui était pas dans le 9, c'est le deuxième partout. Maman. Je crois que je vais péter le plan. Je vais pas péter le Et plan. ben alors va! Tu vas Noz? Miaou. C'est mon destin. Amen. Li? Alors. Destin. Oui, papa. Oui, papa. Le message, c'est vraiment parti. Attends, je vais pas les faire. Sors de là. Non mais Ayman, ou tu décides de rester tranquille, ou je t'enlève le téléphone, tu choisis. Je reste tranquille. Et alors, Ça va parler, pas ça va montre-moi, c'est pas de parler, pas parler, mais tu restes tranquille. Ça
Ça veut dire arrête de faire l'aller-retour, arrête de faire les couloirs. C'est fini là, tu touches plus à mon téléphone. Tu touches à mon téléphone, je casse le tien. Vas-y, je t'ai prévenu. On parlera à quelle heure? Tu ne touches pas à mon téléphone de la journée. De l'hiver. Voilà. Tu ne touches pas, tu ne touches pas à mon téléphone. Et le matin et le soir. Tu ne touches pas. Jusqu'à quel jour? Tu ne touches pas du tout. Faire les allers-retours dans le couloir. Ni le mien ni celui de papa. On part au Maroc? Ah ouais. Tiens. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure.
Surtout, les, non, pas seulement, en, en courant. Non, là, là, ça.
Et là, tu me déranges. Ils sont, par exemple, oui, ils sont, je sais pas si tu viens plus vite. Je viens de me rendre de papa, à quelle heure? Dès que je m'en vais. Non, non, c'est avec Air France. C'est avec. Mais tu et toi, faut oh, Nanette. Non, 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 non.
Ouais, toute l'année. Il était génial aussi. Dur.